Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel audio, ce nouveau podcast, dans lequel on va s'intéresser au livre de Christopher Lasch, qui est un historien américain, dont le titre est La révolte des élites. Alors, La révolte des élites, c'est un titre qui peut paraître surprenant, à plusieurs égards, mais d'abord parce que accoler le titre de révolte à celui d'élite, c'est contre-intuitif. Quand on pense à une révolte, on pense aux révoltes du 19e siècle dans les rues de Paris, où les pauvres expriment une voix populaire, un pouvoir prolétarien. La révolte, c'est d'abord la voix de l'opprimé pour se faire entendre. C'est l'action de quelqu'un qui n'a pas de pouvoir institutionnel, qui n'a pas les leviers traditionnels pour se faire entendre, qui essaie justement de se faire entendre par des voix, je dirais, non conventionnelles. La révolte, c'est les gilets jaunes dans les rues de Paris. Et donc, Lasch nous propose un titre assez particulier, en tout cas qui nous interroge d'emblée. Pourquoi parler de révolte des élites ? En fait, à la lecture du livre, on se rend compte que ce qu'il a voulu dire par révolte des élites, c'est plutôt une sécession des élites. Les élites ne se sont pas révoltées, elles ont fait sécession avec le reste de la société. Alors, comme on est déjà rentré dans le vif du sujet, continuons. Et pour mieux comprendre ce que veut dire Lasch dans ce livre, il va falloir qu'on définisse le terme d'élite, qui est assez vague en vérité. On pourrait parler d'élite comme on pourrait parler de dominant, mais ici, on va s'intéresser à la définition que nous donne Lasch, puisque c'est de sa pensée dont il va être question dans cet épisode. Alors, les élites, Lasch en donne une définition assez précise dans le livre. Il la définit comme, je cite, « ceux qui contrôlent les flux internationaux d'argent et d'informations, qui président aux fondations philanthropiques et aux institutions d'enseignement supérieur, gèrent les instruments de la production culturelle et fixent les termes du débat public. » Concrètement, ça va être par exemple des propriétaires de médias, des banquiers, des cinéastes, des promoteurs immobiliers, ou encore des traders, des courtiers ou des hauts fonctionnaires. Ce sont des gens qui, par leur place, par leur position sociale, et notamment dans ce que Marx appellerait le rapport de production, disposent des leviers pour influencer à la fois nos représentations sociales, donc c'est ce que Lasch exprime en disant ceux qui fixent les termes du débat public, et qui ont des leviers également pour fixer quasiment les conditions matérielles de nos vies. Là, on peut s'en remettre à ce que Lasch dit, ceux qui contrôlent les flux internationaux d'argent et d'informations, donc ceux qui, de par leur position, ont un levier extraordinaire pour définir ou du moins conditionner les conditions matérielles de nos vies. On le voit, la définition que nous donne Lasch est très large et cible essentiellement la frange haute de la population classée sous l'étiquette de cadres et professions intellectuelles supérieures. Et on voit dès le titre, selon Lasch, les élites se sont révoltées. Elles se sont révoltées non pas comme un opprimé qui tente de renverser le rapport de force, puisque par définition, une élite a l'ascendant dans un rapport de force, mais comme un dominant qui tente de se défaire des obligations qu'il contracte envers ceux qu'il domine. Elles se sont révoltées en somme, comme un maître qui réduit peu à peu les maigres biens qu'il donne à son servant. Alors, pour comprendre la critique de Lasch, il va falloir regarder en arrière, plonger dans les antres de l'histoire et observer le rôle que jouaient les élites au XIXe siècle, moment de bascule selon Lasch, ici aux États-Unis, théâtre d'observation privilégié de Christopher Lasch, historien américain. Alors Lasch nous explique que au XIXe siècle, ces élites étaient peu nombreuses et avaient la particularité de s'enraciner dans un territoire particulier. Les familles nobles et grandes bourgeoises étaient associées à l'administration d'un territoire, et leur présence ainsi que leur fortune les engageait à se soustraire à des obligations civiques. Financement des musées, des bibliothèques, des hôpitaux. Et selon Lasch, la participation active des élites au bien commun trouve en partie sa cause dans la conscience de ces élites de ce qu'ils devaient à leurs ancêtres et donc des responsabilités qui leur incombaient. Autrement dit, ces élites avaient un certain sens historique, c'est-à-dire une conscience de ce qu'elles doivent au reste de la société qui, sur un territoire donné,
leur a permis de consolider leur position, leur fortune, leur patrimoine, et donc, in fine, ce sens historique les met dans une position où elles sont redevables envers ce qui leur a permis d'avoir la position de dominant qu'ils ont aujourd'hui. Et selon Lasch, ce sens historique, qu'il ne formule pas ainsi, a aujourd'hui plus ou moins disparu de la tête des élites. Les élites aujourd'hui ont changé de cap. Devenues plus nombreuses, elles se sont écartées de la cause commune, de la considération du bien public, pour se concentrer sur l'accroissement de leur fortune et de leur patrimoine. On pense ici naturellement aux stratégies des plus riches, comme les niches fiscales, les fraudes fiscales, pour ne pas payer leurs impôts à la hauteur de ce qu'ils gagnent, et donc rompre symboliquement le lien entre leur richesse et celui du pays. Alors qu'au XIXe siècle, ils finançaient les services publics, aujourd'hui, ils tentent par mille moyens de se soustraire au mécanisme qui permet ces financements. Aujourd'hui, selon Lasch, ce qui identifie les élites, parfois différentes sur le plan économique ou culturel, c'est leur allégeance non plus à un territoire, c'est leur sentiment d'appartenance non plus à une histoire, à un peuple, mais à un système qui dépasse les frontières. Lasch nous dit qu'un banquier californien se sent plus d'affinité avec un banquier suisse qu'avec un habitant du Texas, ou même qu'avec son voisin, pour peu qu'il soit d'une classe différente de la sienne. Autrement dit, les élites autrefois enracinées dans un lieu et responsables du sort de leurs compatriotes ne reconnaissent plus qu'il existe des obligations réciproques entre le petit nombre de favorisés et la multitude. Ils ne reconnaissent plus leurs responsabilités ni leurs devoirs quant au sort du pays et des gens qui l'habitent. Ils ne se sentent plus appartenir à une nation dont ils doivent assurer la pérennité, mais à une hyperclasse cosmopolite. Les exemples les plus parlants sur ces détachements des élites du peuple et du bien commun sont ceux qui ont attrait au retrait de ces classes des services publics. Les enfants de la bourgeoisie parisienne, par exemple, ne comptent plus sur l'école publique pour assurer la transmission de connaissances. On peut parler de l'école alsacienne, où les enfants de Papendiaï, ancien ministre de l'Éducation, sont formés, et où Gabriel Attal, ancien ministre de l'Éducation lui aussi, et actuellement Premier ministre, a reçu sa formation. Ces exemples traduisent une logique plus générale d'une mise à distance par les élites au sens large, économique, politique, etc., des écoles publiques et leur retranchement dans des écoles privées, sélectives et payantes, c'est-à-dire réservées à une partie de la population. Les élites ne comptent pas non plus sur l'hôpital public qu'elles laissent se dégrader depuis des cliniques privées dans lesquelles elles reçoivent leurs soins. Elles préfèrent recourir au service des gardes du corps privés ou de services de défense privés plutôt que de mettre leur sécurité dans les mains de la police, et on pourrait continuer longuement. In fine, le détachement et la déresponsabilisation des élites vis-à-vis de la société est assez clair. Les services publics se dégradent, et cette dégradation couplée à la dette justifiera leur privatisation, qui portera le coup fatal dans la lutte entre les élites, qui auront accès à une offre privée de qualité, et les gens ordinaires qui ne pourront pas, par exemple, se soigner ou se former sans s'endetter. Alors maintenant qu'on a vu que un processus sécessionniste avait touché les élites au XIXe siècle, qu'elles avaient progressivement rompu avec le reste de la société, il convient de se demander comment est-ce que ça a été possible. Comment un tel processus a-t-il pu se déclencher? Comment les élites sont-elles parvenues et comment sont-elles parvenues à l'idée qu'il fallait quitter le reste de la société, se séparer du corps social dans ses pratiques quotidiennes? Et évidemment, le regard de Lasch, comme historien, va nous aider à y voir plus clair. Et en tout cas, va nous donner la solution d'un historien américain à cette question. Selon Lasch, le facteur déterminant, au niveau de l'histoire, ce qui s'est passé, le facteur historique déterminant qui a déclenché ce processus de sécession, a été la fabrique d'un sens nouveau au mot démocratie. Autrement dit, pour lui, cette sécession des élites est clairement liée au basculement idéologique survenu dans les années 80, basculement néolibéral du tout privé, du tout vendable et de la liberté de vendre,
de la liberté de vendre et d'acheter, qui aura transformé l'acception du terme de démocratie. Alors, il va nous falloir nous pencher, comme Christopher Lasch nous y invite, sur ce terme de démocratie. Si on veut défendre un régime, il faut d'abord savoir le définir. Alors, la définition la plus classique de la démocratie qu'on donne souvent, c'est celle de Lincoln, ancien président américain du milieu du 19e siècle. Lincoln nous dit la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Donc on voit que à ce moment-là, la démocratie est comprise comme la souveraineté du peuple. La substance de la démocratie lincolnienne réside d'abord dans la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, selon Lasch, on aurait dévoyé ce sens-là que donnaient donc initialement ces politiciens et ces intellectuels du 19e siècle au terme de démocratie. Nous l'aurions dévoyé pour lui substituer une version amoindrie de cette définition. Aujourd'hui, selon Lasch, la démocratie est comprise comme un type de régime où l'on, je cite, démocratise l'estime de soi. Être démocratique, ce serait d'abord ne pas heurter l'autre, être enclin à la compassion envers les minorités. Être démocratique serait au fond égal à être tolérant envers tout le monde. En effet, lorsqu'on parle des valeurs démocratiques, on fait souvent référence à la tolérance, à l'égalité des chances. Et selon Lasch, cette conception des valeurs démocratiques est très éloignée du sens initial du projet démocratique. Encore une fois, on va devoir passer par l'histoire. Lorsque l'Ancien Régime en France et la monarchie britannique, en ce qui concerne les États-Unis, ont été défaits, beaucoup de penseurs révolutionnaires pensaient la démocratie d'une manière extrêmement différente à celle que l'on présente aujourd'hui. On a déjà parlé de Lincoln, qui était président donc des États-Unis au milieu du 19e siècle, dont Christopher Lasch nous rappelle une de ces mesures, qui est celle qu'il fait voter en 1862, le Homestead Act, qui facilite l'accès du peuple à la propriété. Or, on le sait, Lincoln, comme on l'a vu avec sa citation bien connue, qu'on répète à chaque fois qu'on amorce une discussion sur la démocratie, Lincoln était un politique qui se souciait de l'avenir démocratique, dont le principal objectif, et qui menait d'ailleurs, et qui conduisait ses autres luttes, notamment vis-à-vis de l'esclavage, était d'instaurer une ère de démocratie. L'objectif de Lincoln, c'est d'abord de faire un pas vers la constitution d'un peuple conforme à son idéal démocratique étant le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors le pouvoir du peuple, il va falloir créer un peuple qui renferme des citoyens qui sont sûrs d'eux, qui maîtrisent les conditions de leur vie, qui ont une aisance financière suffisante pour prendre le temps de participer à la vie civique. Donc ici, le pouvoir par le peuple. Il faut que le peuple s'implique par lui-même dans les discussions, dans les débats, dans les délibérations qui ont cours concernant les décisions qui vont influencer leur vie. Et donc, ce Homestead Act, qui facilite l'accès du peuple à la propriété, a pour objectif de favoriser l'accès aux pauvres, grosso modo, le petit peuple, au-delà de la propriété, à l'activité politique, à la vie politique. Et donc on voit que la conception démocratique était davantage une conception, au-delà de la tolérance et de la mobilité sociale, etc., d'une généralisation de la compétence et de la compétence à participer à la vie politique. Cette conception de la démocratie est celle qui égalise l'idéal démocratique de participation citoyenne à la vie politique et constitution d'une communauté de citoyens éclairés, débrouillards, responsables et qui se gouvernent eux-mêmes. Celle d'aujourd'hui, selon Lasch, ne concerne qu'à dire qu'une démocratie est un régime
où les chances d'accession aux postes les plus valorisés ne sont pas nulles pour les gens ordinaires, et qui distribue les places et les postes du pouvoir, les postes de pouvoir, pardon, en fonction du mérite et non du talent. Autrement dit, la conception de la démocratie au sens de participation à la vie politique du peuple est restée plus ou moins la même, mais aujourd'hui elle s'est amoindrie. C'est-à-dire que la participation à la vie politique du peuple aujourd'hui est conçue surtout comme une participation cyclique et très superficielle du peuple au processus démocratique. Il n'y a pas de délibération, il n'y a pas de débat, on ne voit pas de mandat révocatoire, on ne voit pas de mandat à courte durée comme sont décrits par exemple chez Tocqueville, pas de référendum d'initiative citoyenne, très peu en vérité de participation politique. Autrement dit, on aurait amoindri la définition de la démocratie et les valeurs de la démocratie, elles aussi, auraient été amoindries en passant d'une généralisation des compétences des citoyens à simplement une tolérance entre citoyens, donc entre chaque citoyen, et une tolérance de l'État vers chaque type de citoyen. On a donc une opposition franche entre un idéal de généralisation de la compétence et de la responsabilité individuelle et civique, et un autre idéal qui est celui de la tolérance et de la mobilité sociale. Or, selon Lâche, loin d'être similaires, ces conceptions sont antinomiques, voire contradictoires. C'est d'ailleurs pourquoi Lâche écrit « La méritocratie est une parodie de démocratie ». Cette affirmation, la méritocratie est une parodie de démocratie, elle remet en cause tout un système de valeurs que nous, contemporains, nous avons intériorisé. Ce système de valeurs qui place au centre des devoirs d'un régime démocratique l'institution de la mobilité sociale. Dès lors, comment la comprendre ? Comment comprendre que Lâche oppose très violemment la démocratie à la méritocratie ? Selon Lâche, la démocratie consiste, comme pour Lincoln, en une généralisation des compétences et une extension de la souveraineté. Il faut donc que les masses soient éclairées, compétentes, et qu'elles aient la possibilité de mettre en pratique leurs droits civiques en participant aux prises de décision ou aux débats. Or, selon Lâche, le principe de mobilité sociale, qu'on utilise souvent pour évaluer le degré de démocratisation d'un État, est fondé à l'inverse sur la relégation des gens ordinaires hors des centres de pouvoir. C'est-à-dire que le principe de mobilité sociale nuit à la réalisation de l'idéal démocratique premier. Simplement car vouloir de la mobilité sociale, c'est vouloir qu'un enfant des classes défavorisées rejoigne les milieux favorisés. C'est donc en quelque sorte entériner le sort des défavorisés et estimer que la seule chance qu'ils ont de vivre dans des conditions décentes est pour eux de s'extraire de leur classe. Mais on ne souhaite pas améliorer, généraliser les conditions de vie décentes des classes favorisées aux classes défavorisées. On veut simplement permettre à quelqu'un issu des classes défavorisées d'accéder à un statut plus important. Mais in fine, la proportion de gens appartenant aux classes défavorisées et celle de gens appartenant aux classes favorisées reste la même. En gros, 20-25%, 75-80%. Et donc, in fine, la structure sociale ne bouge pas. Et on sait que c'est les conditions décentes qui permettent la participation à la vie politique, et donc l'actualisation de ce principe démocratique qui est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Bon. Autrement dit, la méritocratie, c'est se permettre de laisser la masse des gens ordinaires abandonnés à leur sort. Ainsi, le principe démocratique, au-delà d'être une chimère factuelle, le principe méritocratique, au-delà d'être une chimère factuelle, on sait que 1% des ouvriers et d'employés, on sait qu'il n'y a qu'1% des fils d'ouvriers et d'employés à Normal Sup ou à Polytechnique, ces grandes écoles. Donc ce principe méritocratique serait mis en avant que pour légitimer d'une part la place occupée par les élites prétendument supérieures en talent et d'autre part de légitimer l'abandon progressif des classes défavorisées que l'on considère comme perdantes d'un jeu scolaire
durant lequel elles auraient eu les mêmes chances que les bourgeois d'atteindre les grandes écoles et par suite les postes de pouvoir. L'idéal méritocratique permet de légitimer l'abandon de 80% de la population au nom de la démocratie, et ça pour Lâche, c'est complètement un non-sens. La démocratie, c'est l'extension de la capacité à participer. La démocratie, c'est l'extension, la généralisation de la capacité des facultés à participer au processus politique, donc à la vie politique, au débat, etc., dont on a déjà parlé. C'est la souveraineté du peuple, c'est l'extension au plus faible des conditions de vie décentes des plus aisés, et donc supposer qu'on pourrait atteindre un état plus démocratique tout en arguant que la démocratie c'est l'abandon de 80% de la population, c'est complètement ridicule pour Lâche. Ça ne peut pas être la relégation sociale et politique, l'exclusion des centres de pouvoir de la masse des citoyens, qui permettra d'arriver à un état plus démocratique. Alors, selon Lâche, le terme de démocratie a été dévoyé, transfiguré, pour ne plus incarner que la fable méritocratique. Et donc ce terme de démocratie dévoyé, les élites n'avaient plus à comprendre leur position dominante économiquement et politiquement comme un don de la société dont ils devaient s'acquitter par une série de contre-dons, mais simplement comme une conséquence de leur talent personnel. Pourquoi penser que mes ressources doivent être employées à aider la communauté alors qu'elles proviennent de mon seul talent ? Pourquoi penser aux autres, c'est-à-dire aux perdants, lorsqu'on les a déjà écrasés et mis au tapis lors de la lutte pour les places à l'école ? Pourquoi penser aux autres, c'est-à-dire aux perdants, lorsqu'on les a déjà écrasés et mis au tapis lors de la lutte pour les places à l'école ? Alors, si on veut conclure, et qu'on veut conclure en proposant quelque chose pour changer la donne, c'est-à-dire pour, on pourrait dire ça comme ça, métaphoriquement réencastrer, ou plutôt redonner aux élites une place dans notre société, les faire revenir et les faire les, les- leur faire abandonner leur volonté, leur velléité sécessionniste, il faudrait retrouver, selon Lâche, qu'il ne dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on pourrait comprendre, ce qu'on peut comprendre, retrouver le sens initial du terme démocratie, la comprendre de nouveau comme une volonté de généralisation des compétences à l'ensemble de la société et de souveraineté du peuple, pourrait endiguer cette révolte des élites. Cela pourrait amorcer un mouvement créant de la conscience collective entre les individus des classes différentes. Et ce que nous dit Lâche en définitif, c'est qu'il est primordial pour que la société ne devienne pas un théâtre d'affrontement entre blocs qui ne se connaîtraient plus et qui se battraient chacun pour leurs intérêts propres. Ce qui est primordial de faire, c'est de lier chaque classe aux autres classes, comme au XIXe siècle, par un système de redevance mutuelle, et donc d'ancrer les individus dans un territoire et une histoire commune, ainsi que d'actualiser l'idéal démocratique en rognant sur les différences substantielles entre individus de classes différentes, et ça comment ? En généralisant les capacités propres à l'exercice civique, en généralisant l'art de débattre, la connaissance économique, et toutes ces connaissances, compétences, capacités, facultés, qui permettraient aux individus de se considérer sur un piédestal, autrement dit, qui permettrait à une société d'atteindre l'état de ce que Tocqueville appelle l'égalité de considération entre ses membres, et qui permettrait aux élites de ne plus faire sécession, de ne plus se considérer qu'entre elles, de ne pas se considérer comme appartenant à un espace donné, mais bien reconnaître l'égalité du moins civique entre les membres d'un territoire. Sur ce, merci d'avoir écouté ce podcast et bonne journée.